Clairement, il faut s'accrocher parce que personne n'y comprend rien et les inquiétudes sont nombreuses. Donc, on vous parle tout le temps de la facturation électronique, mais on vous dit jamais, voilà les conséquences que ça peut emporter sur nos libertés fondamentales. Connaissant exactement par le mécanisme des facturations électroniques ce que vous achetez, quand vous l'achetez, en quelle quantité vous l'achetez, vous avez des informations assez intéressantes, notamment sur la santé, les convictions religieuses, les engagements politiques, les habitudes culturelles, les habitudes de consommation, les relations personnelles que vous avez. Et le premier des risques, c'est le contrôle fiscal en tout lieu, en toutes circonstances, automatique, systématique. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous, je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi, et j'espère que ceux qui nous regardent sont également en forme ce soir parce que le sujet va être un peu complexe, quoique vous allez voir, je l'ai quand même vraiment simplifié, mais clairement il faut s'accrocher parce que personne n'y comprend rien et les inquiétudes sont nombreuses. Donc on va répondre à toutes vos interrogations ce soir. Tout d'abord, avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, sache que mon cabinet est en train de préparer une action collective contre la facturation électronique. Restez bien jusqu'au bout de l'émission, je vais vous expliquer en quoi cette action va consister et quelles sont évidemment les attentes qu'on peut avoir de cette action. Je entrerai rapidement dans le sujet, mais lorsque l'on fait une action collective, l'objectif n'est pas forcément de gagner à coup sûr. C'est pas, pour moi, le but n'est pas de faire une belle promesse. Vous allez voir ce que vous allez voir, la facturation électronique va rentrer à la maison. Non, c'est pas ça. C'est de dire, nous sommes un caillou dans la chaussure, nous savons ce qu'ils sont en train de faire et nous sommes en train de le dénoncer. Alors peut-être que ça n'empêchera pas la facturation électronique d'advenir. Peut-être que ça n'empêchera pas la monnaie numérique d'advenir. Peut-être que ça n'empêchera pas le pass écologique, le pass carbone, grâce à ces outils que sont la facturation et la monnaie numérique, de se mettre en place au sein de nos sociétés. Peut-être. Mais en même temps, ne rien faire est peut-être pire. Et évidemment, si on peut ralentir, faire reculer et pourquoi pas empêcher ce type de mécanisme d'être dévoyé, parce que, vous allez le voir, en soi, c'est pas tant la facturation électronique qui est problématique. Il y a de bonnes raisons à cette facturation électronique. C'est plutôt tout ce qu'il serait possible de faire avec un tel outil si, évidemment, les personnes qui l'avaient mis en œuvre avaient de sombres intentions. Donc, restez bien jusqu'au bout de l'émission, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste cette action collective, en quoi consiste la facturation électronique, et évidemment les problématiques que ça pose, parce que on vous parle tout le temps de vous mettre en conformité, on vous parle tout le temps de la facturation électronique, mais on vous dit jamais, voilà les conséquences que ça peut emporter sur nos libertés fondamentales. Alors posez-nous en commentaire les questions qui vous passent, évidemment on se fera un plaisir d'y répondre. Est-ce que tu as des questions, mon cher Pierrick, avant que je commence à me lancer dans mes explications? Est-ce que Pierrick est toujours ici présent? Tu nous entends bien? C'est bon, on est parti. On peut donner. J'ai des petits soucis de connexion, je crois, comme l'autre jour, mais moi je vois. J'ai l'impression qu'on a un petit décalage. Bon. C'est parti. On peut y aller. Je pense que tu devrais demander l'installation d'une antenne 5G pas trop loin de chez toi. Tu aurais une bien meilleure connectique. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, je fais une petite boutade à notre cher Pierrick. Allez, sans plus attendre, on se lance sur la facturation électronique. Gauthier, je vous laisserai nous indiquer pour la fin de l'émission, évidemment, la prochaine émission de la semaine prochaine. Et c'est parti. Alors la facturation électronique, à partir du 1er septembre 2026, si vous n'en avez pas entendu parler, il faut vous inquiéter. D'accord, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Alors, seules les grosses entreprises vont commencer à devoir émettre de la facturation électronique. Nous, TPE, PME, associations, nous allons devoir simplement être capables de recevoir. Et pour ce faire, nous allons devoir souscrire des abonnements auprès d'entreprises agréées, des entreprises de comptabilité qui vont être capables de se mettre en conformité. Bon, d'autres termes, il va falloir peut-être changer de logiciel comptable, il va falloir se mettre en conformité, mais tout ça va se faire tranquillement, paisiblement. Là-dessus, pas d'inquiétude à avoir particulière.
Donc il faudra avoir choisi une plateforme de dématérialisation partenaire. Ce sont des entreprises privées, concrètement, auprès de laquelle vous allez devoir souscrire un abonnement. Donc ce sont des frais supplémentaires, évidemment. Et derrière, vous serez donc en conformité pour recevoir. On parlera bientôt dans une prochaine émission pour émettre des factures électroniques. Alors la facturation électronique, c'est pas simplement un changement de logiciel. C'est pas d'un PDF à un logiciel particulier. C'est vraiment un changement complètement de paradigme. C'est un changement, en réalité, de fonctionnement au niveau de l'administration fiscale et de la collecte des informations comptables et financières. Alors, la base juridique, c'est l'article 289 bis du Code général des impôts. Ça fait plusieurs années que cet article existe, puisqu'il a déjà été modifié en 2022. Et bien entendu, il a été initié, insufflé sous l'égide du droit de l'Union européenne. Donc cet article 289 bis du Code général des impôts instaure une obligation d'émission, de transmission, de réception des factures entre assujettis à la TVA, établis, domiciliés ou résidant habituellement en France, sous forme électronique. On verra dans les prochaines semaines comment concrètement cette obligation va se transmettre. Quoi qu'il en soit, il y a déjà de la facturation électronique qui existe dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Évidemment, ce n'est donc que la suite logique qu'elle vienne s'installer en France. L'objectif derrière, c'est évidemment d'assurer une meilleure efficacité contre le blanchiment d'argent, un meilleur contrôle évidemment des ressources fiscales et de simplifier, on va dire, les recherches de la part de l'État lors de contrôles fiscaux. Donc, on le voit, l'idée, c'est vraiment d'assurer que l'État ne soit pas lésé dans la collecte de ses impôts. Alors, c'est important, évidemment, qu'un État puisse collecter efficacement ses impôts. C'est important que les entreprises qui doivent payer puissent payer. La difficulté, et je pense que là, ici, c'est le citoyen qui parle, c'est que l'État a bien trop d'argent et qu'il l'utilise bien trop mal. C'est ça la difficulté. Vous voyez bien, on instaure une journée de solidarité dans lesquelles les salariés sont amenés à travailler gratuitement et vous n'avez pas de climatisation dans les écoles, les hôpitaux et les EHPAD. Où est l'argent ? Moi, je pense qu'évidemment, on devrait faire une deuxième journée de solidarité. Voilà. Ça va résoudre évidemment le problème. Donc à partir du moment où vous êtes capable d'accepter qu'il y a 1000 milliards de dépenses publiques qui constituent un dérapage budgétaire et que vous ne puissiez jamais demander aucun compte à qui que ce soit, et qu'aucune responsabilité quelconque n'est encourue par les personnes politiques qui ont voté ce budget qui manifestement était insincère, donc inconstitutionnel, vous pouvez vous interroger sur la légitimité de l'administration à vouloir aller récupérer le moindre centime grâce à l'instauration de la facturation électronique. C'est une question qui est ouverte. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'État a déjà bien trop de ressources et qu'il les utilise n'importe comment, ou si au contraire, on doit améliorer l'efficacité de la répression fiscale, notamment en instaurant la facturation électronique? Dites-nous en commentaire. Et mon cher Gauthier, c'est le moment de la réclame. Parce que défendre ses libertés fondamentales, ça ne doit pas simplement être des mots, ça doit aussi passer par des actions. Et parmi la première d'entre elles, prendre contact avec un avocat est indispensable. C'est pourquoi prendre contact avec mon cabinet est extrêmement simple. Vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet et réserver un rendez-vous. On se retrouve de l'autre côté. Alors, comme à l'accoutumée, vous avez toujours un article juridique qui accompagne l'émission de ce jour, dans lequel je vous livre une analyse bien plus détaillée que celle que je vais vous formuler oralement ici présent. Mais je vais quand même déjà vous donner quelques éléments de réflexion qui m'amènent, en tant qu'avocat, en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que citoyen, à être légitimement inquiet de la défense de nos libertés fondamentales avec l'instauration imminente de la facturation électronique, avec ce projet assez fou de monnaie numérique, et avec derrière cette question de contrôle des populations. Il ne vous a pas échappé que nous sommes le 13 juillet 2026, date à laquelle nous enregistrons cette émission, et qu'il y a 5 ans de cela, quasiment jour pour jour, le 12 juillet 2021, un fou furieux était présent sur toutes les chaînes d'information pour nous expliquer que dorénavant, notre corps n'était plus notre corps, et que nous allions devoir nous soumettre
à des dépistages systématiques, étant chacun d'entre nous de potentielles personnes contaminées et donc de potentiels malades qui s'ignorent. Évidemment, je parle du pass sanitaire, évidemment, je parle de l'obligation vaccinale assortie d'une suspension sans aucune rémunération, qui ont été des mécanismes d'ingénierie sociale incroyables, incroyablement efficaces, puisque quand on vous répétait à la télé qu'un rond était un carré, tout le monde voyait un carré. Ça, évidemment, en matière de propagande, ça donne quand même beaucoup d'informations sur comment il a été possible, dans les années 30, que des régimes autoritaires puissent émerger. Vous en avez ici, en 2021, un très bel exemple sur comment on est capable de faire avaler des couleuvres à l'ensemble d'une population. Ces prolégomènes étant faits, imaginez ces mêmes mécanismes que serait un pass sanitaire assorti d'une monnaie numérique, assorti d'une facturation électronique, assorti, pourquoi pas, d'un pass écologique, d'un pass carbone. Bref, votre vie de tous les jours est réglementée par la volonté de quelques-uns et vous devez systématiquement vous y soumettre. Si vous n'êtes pas d'accord, on contrôle de toute façon les flux financiers. Et c'est bien ça qui est vraiment le vrai pouvoir de la facturation électronique. La facturation électronique porte un risque en ce qu'elle instaure un contrôle fiscal permanent, un contrôle fiscal systématique et un contrôle fiscal automatique. Alors vous me direz, il n'y a pas de difficulté à organiser un contrôle fiscal. Encore une fois, l'idée est toujours de pouvoir permettre à l'État de pouvoir assurer le recouvrement de l'impôt, impôt qui est indispensable si on souhaite pouvoir évidemment avoir des services publics de qualité et avoir un État qui fonctionne, qui assure ses missions régaliennes. Donc là-dessus, encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, pas de difficultés. Qui serait contre le fait que l'État récupère ce qui lui revient de droit? Personne. Alors, la difficulté du contrôle fiscal continu, du contrôle fiscal permanent et automatique, c'est qu'en réalité, toutes les entreprises deviennent de potentiels fraudeurs. Et elles doivent montrer patte blanche. Elles devront donc donner accès à l'État à des données de facturation, de transaction, de paiement. Elles devront donner des informations sur l'identité des co-contractants, les dates des opérations, les montants facturés, les taux de TVA appliqués, parce que c'est le beau ton qui est appliqué, et évidemment de faire le lien entre la TVA qui est collectée et la TVA qui est déduite. On aura ici une information qui sera permanente, parce qu'en réalité, tous les outils permettront systématiquement de pouvoir récupérer ces informations. Cette collecte d'informations sera en temps réel, l'État sera informé, il n'aura pas besoin d'attendre que vous ayez procédé au vote donc de votre que le comptable fasse son travail. Là, les mots me manquent. Je suis concentré sur notre objectif qui est évidemment de dire que l'État va avoir accès à un certain nombre d'informations. Il ne sera plus dépendant des opérations fiscales et comptables. Il sera plus dépendant du moment où vous avez clôturé votre exercice. Il sera informé en temps réel, évidemment, de tout ce qui se passera au sein de votre entreprise. Est-ce qu'il est sain que l'État, la même personne qui est capable de faire 1000 milliards de dérapages publics, soit informé exactement de tous les flux financiers qui traversent votre entreprise? Je pense qu'il faut commencer à balayer devant chez soi, et qu'évidemment, balayer devant chez soi, ça veut dire soyez déjà sincère quand vous votez le budget, et après, vous viendrez contrôler nos entreprises. Mais ici, évidemment, on a un certain nombre d'informations qui vont être collectées. Puis, on va avoir, évidemment, ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui auront des modes de fonctionnement un peu particuliers qui vont forcément rentrer dans le scope de l'administration, qui pourra décider de déclencher automatiquement des contrôles fiscaux. Et ça, évidemment, ça peut être intéressant si on a des vrais fraudeurs, mais si simplement votre système économique est un peu différent d'une entreprise classique dans votre domaine d'intervention, ça peut être problématique. Ça va être le cas, par exemple, je donne un exemple très concret, c'est par exemple notre fonctionnement. Aujourd'hui, notre cabinet fonctionne très différemment d'un cabinet classique, ne serait-ce que parce que, notamment, nous avons mis en place des paiements échelonnés. La plupart des gens qui connaissent notre cabinet, vous savez que vous avez la possibilité de régler de manière échelonnée les prestations juridiques au sein de notre cabinet. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans une des exceptions du Code monétaire et financier qui permet, lorsqu'il y a des prestations identiques qui vont s'échelonner dans le temps, de pouvoir dépasser le fameux délai de 3 paiements en 45 jours. Une des raisons pour lesquelles, évidemment, nous tentons de rendre accessible le droit, notamment en facilitant le recouvrement
des honoraires. Ce mode de fonctionnement-là, il est particulier, il est propre à notre cabinet. Habituellement, ce n'est pas de cette manière-là que fonctionnent les cabinets d'avocats. Ils fonctionnent plutôt sur une première provision et puis des paiements qui vont intervenir au cours de la procédure. Ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement de notre cabinet. Donc évidemment, là, pour l'administration fiscale, ce serait un signal d'alarme qui pourrait être remonté auprès des services de Bercy, de dire « Attention, on a un cabinet d'avocats ici, c'est très curieux son mode de fonctionnement ». Et vous vous retrouverez demain donc avec des contrôleurs fiscaux au sein de votre cabinet à devoir leur expliquer comment vous fonctionnez. Et vous savez, quand vous avez envie de trouver un dysfonctionnement ou une règle comptable et fiscale qui n'est pas respectée, vous finissez toujours par en trouver une. Donc, c'est le premier des risques, c'est le contrôle fiscal en tout lieu, en toutes circonstances, automatique, systématique, permanent. Ça, en termes de liberté d'entreprendre, en termes de liberté financière, c'est évidemment dangereux parce que ça permet des abus. Et derrière, ça pose la question de est-ce que l'État a le droit de tout savoir sur le fonctionnement d'une entreprise ? Je ne suis pas persuadé. Moi, je considère que l'État doit se cantonner à ses missions régaliennes et qu'il doit laisser les entreprises entreprendre. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez faire n'importe quoi et que vous ne devez pas vous mettre en conformité sur le plan fiscal. Ça porte également d'autres problématiques, notamment aux entreprises, notamment sur les droits de la défense. Ah oui, en fait, on sait tout de vous, et vous, derrière, vous n'avez pas pu discuter des éléments qui sont retenus à charge contre vous. Donc ça va évidemment rendre beaucoup plus difficile pour les entreprises de contester les griefs qui pourraient leur être opposés par l'administration fiscale, qui les suspectera systématiquement d'être des fraudeurs. Ça pose également une question sur la question des données personnelles. Et oui, données personnelles, parce que nous avons ici un risque que l'État puisse avoir un certain nombre de données suffisamment sensibles. On va penser ici notamment à la question des partenaires, des co-contractants, des dates d'émission, des montants des factures, des prestations réalisées, bref, des données relativement sensibles, qui dorénavant vont transiter sur des plateformes tierces, des entreprises privées, parfois étrangères, qui vont avoir accès à ces informations. Avec de telles informations, à l'heure où, récemment, nous avons fait une émission sur la chaîne YouTube où nous parlions justement de l'incapacité de l'État à protéger nos données personnelles et de sa responsabilité à avoir permis, facilité et refusé d'empêcher un vol massif de données personnelles, évidemment, c'est extrêmement dangereux que l'État, qui est incapable de pouvoir protéger nos données personnelles, en réclame toujours plus. C'est d'ailleurs une action collective que nous avons engagée au sein du cabinet. Je vous invite à revoir cette émission si vous souhaitez en savoir plus. Et d'ailleurs, c'est le moment de la réclame. Parce que défendre ces libertés fondamentales, ça ne doit pas simplement être... J'ai vu que vous m'aviez écrit, Gauthier. La première d'entre elles, en contact Merde. avec un avocat, c'est pourquoi prendre contact avec mon cabinet est extrêmement simple. C'est quoi l'émission la semaine prochaine? Selon ce cadre, Procédure disciplinaire, agent public. un rendez-vous. On se retrouve... J'avais changé, merde. Si c'est celle-là, toujours, non? Non, je crois que j'avais changé. Moi, j'ai celle-là. Alors oui, le vol de données personnelles, c'est évidemment un des risques qu'entraîne la facturation électronique. On n'en parle jamais, on ne sensibilise pas les utilisateurs par rapport à ce risque, mais clairement, si demain une entreprise tierce ou des malfrats ont entre leurs mains des données aussi sensibles sur votre entreprise, ça pose problème. C'est également évidemment une question de secret professionnel, et là, j'ai envie de dire secret des affaires. Pas toujours envie de savoir ce que vous faites, avec qui vous le faites et comment vous le faites. Et en matière notamment de secret professionnel pour les avocats, c'est clair que ça pose un problème. Le CNB et les différentes instances nationales ont d'ailleurs combattu cette facturation électronique, plus ou moins d'efficacité, puisque notre profession sera soumise également à cette facturation, et ça va évidemment me conduire davantage, comme je le faisais déjà, à ne porter aucune précision dans la nature des conventions qui sont réalisées. Je mettrai juste recours au tribunal, voilà, terminé, pas besoin de tout expliquer dedans. Et évidemment, cette facturation électronique, pour ma part, elle ne m'encourage pas à inscrire dans le marbre, dans les facturations, l'intégralité des diligences qui sont réalisées par le cabinet. Ne serait-ce que parce que, finalement, des entreprises tierces et parce que l'État aura accès à des informations qui sont extrêmement confidentielles. On n'a pas besoin de savoir pour qui vous travaillez, combien la personne a travaillé, combien de dossiers elle vous a donné, etc. etc. Avec cette facturation électronique, ce sera possible de le faire. Alors, quel risque également pour la vie privée familiale?
C'est qu'en connaissant exactement par le mécanisme des facturations électroniques ce que vous achetez, quand vous l'achetez, en quelle quantité vous l'achetez, vous avez des informations assez intéressantes, notamment sur la santé, les convictions religieuses, les engagements politiques, les habitudes culturelles, les habitudes de consommation, les relations personnelles que vous avez. Si vous êtes plutôt fêtard, festif, et que vous faites la fête tous les samedis soirs, bien évidemment, ça se retranscrira dans les facturations électroniques que vous aurez. Parce que, évidemment, lorsque vous achetez dans un bar un cocktail, eh bien, vous allez avoir une facturation électronique. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Hein. Ces petites TPE, PME ne vont pas émettre des facturations, elles vont les recevoir en septembre 2026, mais en septembre 2027, il faudra être capable d'émettre des facturations électroniques. Et donc, on voit bien que c'est le pied dans la porte. On va avoir aussi un risque démocratique, parce que se pose la question de on va faire quoi de toutes ces données personnelles? Je vous ai dit, on va connaître votre état de santé, vos relations, vos habitudes, on va avoir un certain nombre de données extrêmement sensibles, et derrière, aucune protection assurée. L'État vous dit c'est pas de bol. L'ANTS, 20 millions de personnes qui vous font voler leurs données personnelles, pas un mot dans la presse, on en parle à peine une journée, et puis terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Évidemment, c'est quand même problématique. Parce qu'avec de telles informations, on n'a pas fini d'avoir des homejacking et d'avoir évidemment un certain nombre d'infractions commises par des fous furieux à l'encontre de personnes qui, simplement, par le mécanisme de la facturation électronique, vont donner des données extrêmement sensibles sur leur vie et leurs habitudes. Alors, pourquoi on engage une action collective? Alors, on engage une action collective parce que derrière la facturation électronique, il y a la question du contrôle total de la société par le mécanisme financier. Que pourrait bien faire un État si celui-ci était capable de savoir exactement dans quelle proportion vous consommez, quelles sont vos ressources financières, quels sont les flux que vous générez, comment vous dépensez votre argent? Que ferait un État qui déciderait demain d'instaurer, pour des raisons de santé publique, pour des raisons d'urgence économique, urgence climatique, ça le vend en poupe ça. Que pourrait bien faire un État qui déciderait de faire en sorte que une population qui serait rechignante à adopter un comportement considéré comme étant un comportement moral, réduire sa consommation, son empreinte carbone, parce que, évidemment, lorsque vous payez votre taxe carbone, le soleil chauffe moins. Voilà, c'est ça, hein, l'écologie punitive. Eh bien, on va décider qu'on va vous appliquer un certain nombre de mesures visant à restreindre vos flux financiers. La facturation électronique doit être comprise avec la monnaie numérique. La monnaie numérique et la facturation électronique doivent être compris avec le pass énergétique, le pass carbone, le pass social. Et donc derrière, vous comprenez qu'on est en train de mettre tous les jalons nécessaires à ce que demain, une société autoritaire puisse advenir sans que jamais, à aucun moment, les bons citoyens ne puissent se rebeller. Simplement parce que par le mécanisme de l'effet cliquet, nous aurons accepté, au fur et à mesure du temps qui passe, des restrictions de liberté qui étaient peut-être justifiées, parce que rappelez-vous, il y a toujours un motif légitime pour restreindre vos libertés. Qui est contre protéger la santé? Qui est contre protéger l'environnement? Qui est pour une vie de meilleure qualité? Évidemment, là, vous ne pouvez que dire des banalités sur lesquelles tout le monde vous rejoindra. Et sur lesquelles tout le monde acceptera, bon gré mal gré, de voir ses propres libertés restreintes. Or, liberté et sécurité sont les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut aller qu'avec l'autre, et ce n'est pas en restreignant vos libertés que vous aurez plus de sécurité. D'ailleurs, ce n'est pas un débat d'aujourd'hui, hein. Benjamin Franklin, ancien président des États-Unis, le disait déjà. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. C'est pas de moi, et vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui était déjà visionnaire. Alors cette action collective contre la facturation électronique, je l'ai dit, c'est pas une action miracle. C'est pas la solution qui va évidemment demain rétablir nos libertés fondamentales. Mais entre ne rien faire et faire, je choisis de faire. Et si on peut être ce petit caillou dans la chaussure, ce petit grain de sable dans le mécanisme qui permet d'empêcher, de retarder, de modifier, pourquoi pas, la réglementation, alors je veux en être.